dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois. Mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Nicolas Villas. Avec des si, je coupe des arbres, j'adore ça. Avec Flo Gautreau, Ali Benarbia, le Prince Ali, bien entendu, et Jonathan McCarty. Je t'ai pas revu. Salut Jonathan. Depuis la branlée là. Ouais, l'arbitre elle était payé, il a arrêté trop tôt et au 9ème il est sur le point de le finir. Je pense qu'il a été payé pour que McGregor se fasse pas humilier trop vite. Écoute, remercie-moi de venir pour augmenter les audiences près de la gente féminine dans ton émission, déjà. Et puis après on en reparle. D'accord. Tu veux dire la jante féminine en termes canins ou en termes niveau être humain? Les deux. La seule jante que je connais, c'est celle des bagnoles, moi, tu le sais. Tiens, on vous donne quelques résultats que ce soir. Qualification pour la Coupe du Monde 2018. Un partout entre le Ghana et le Congo. Le Nigeria cartonné le Cameroun 4-0. Victoire du Cap-Vert face à l'Afrique du Sud de Buzyn. Le Maroc est en train de mener à la pause 2-0 face au Mali. Un partout à la pause entre la Tunisie et la RDC. Et alors, dans la zone Europe, on a le Monténégro qui gagne 3-0 au Kazakhstan. Le Danemark a gagné 4-0 face à la Pologne. La Lituanie a perdu 3-0 à domicile face à l'Écosse. L'Angleterre finalement a gagné 4-0 à Malte. Victoire de la Norvège 2-0 face à l'Azerbaïdjan. L'Allemagne s'est finalement imposée 2-1 face à la République tchèque. On y revient dans quelques instants avec David Lortolari. La Roumanie s'est imposée 1-0 face à l'Arménie. L'Irlande du Nord est allée gagner 3-0 à Saint-Marin. Et la Slovaquie a battu la Slovénie 1-0. On va s'arrêter sur un match qui nous intéresse bien. C'est le République tchèque. Allemagne. L'Allemagne a gagné dans la douleur. Donc ce soir, 2-1 en République tchèque. On est avec David Lortolari. Salut Lorto. Allô Freunde, salut messieurs, salut à tous. Écoute-moi bien Nicolas Villas. Il n'y a eu absolument aucune douleur ce soir. Bon, arrête. L'Allemagne a géré son affaire. Bien, c'est ça. Attends, 2-1. Alors attends, je regardais en préparant ce match, les Allemands jusqu'ici ils avaient pris un but. Ils avaient encaissé un but dans la zone de qualification. Ils ont doublé leur nombre de buts encaissés, c'est fou quand même. Oui. C'est la crise, David. Oui, alors en Allemagne on dit la Weiße Weste, la veste blanche quand on marque 3 points sur 3, c'est le cas ce soir. Clean sheet, ça c'est quand on n'encaisse pas de but, mais l'idée est là. Bon, c'est une victoire en 7 matchs quand même pour l'Allemagne. Ouais. Oui, mais c'est un groupe complètement abordable, pour pas dire facile, hein, bien sûr. On le sait. Il y a l'Irlande du Nord, la République tchèque, l'Azerbaïdjan, la Norvège et Saint-Marin dans le groupe. D'ailleurs, les Allemands peuvent se qualifier formellement en début de semaine qui vient contre la Norvège à Stuttgart. Hein, ça peut être réglé cette affaire-là dans quelques jours. Non, c'était intéressant ce soir parce que le sélectionneur continue de travailler un peu des expérimentations pour la Coupe du Monde 2018 et en particulier, on en a parlé juste avant le match. Tout à l'heure vers 20h40, le fait de jouer avec quasiment aucun milieu défensif, puisque le seul qui était présent au coup d'envoi dans le 11 de départ, c'était Toni Kroos. Et vous serez d'accord avec moi que Toni Kroos, c'est pas un vrai 6, ouais, c'est plus un 8. Ouais. Voilà, c'est pas un vrai 6. Le sélectionneur avait aligné les joueurs offensifs. Évidemment, sur une pelouse très grasse, très lourde, lorsque ceux-ci sont à peu près en jambes, c'est-à-dire au début du match, c'est super, c'est virevoltant. D'ailleurs, il y a eu un but dès la 4e minute par Timo Werner et on s'est dit l'Allemagne va dérouler. Et puis, alors là, il faudra analyser, est-ce que c'est une faiblesse psychologique qui fait que les Allemands se disent, on est supérieur, on va faire un peu moins d'efforts. Est-ce que c'est une faiblesse physique parce qu'on peut pas jouer un jeu virevoltant pendant 90 minutes? Je ne sais pas. Toujours est-il que les Allemands ont commencé à concéder des occasions, a encaissé finalement en deuxième période un magnifique but sur une frappe que je recommande à nos auditeurs de regarder, d'une frappe de Darida qui joue au Hertha Berlin d'ailleurs, égalisation des Tchèques. Et derrière, comme par hasard, les Allemands remettent le petit coup d'accélérateur, caviar de Toni Kroos sur un coup franc sur la tête de Mats Hummels, qui marque et qui donne le but de la victoire en fin de match pour l'Allemagne. Donc il y a deux lectures ce soir. Une Allemagne qui a maîtrisé son sujet puisque dès qu'elle a été égalisée, elle a commencé à accélérer à nouveau. Mais si on veut être effectivement un petit peu négatif comme tu l'as été, on peut dire c'est une victoire dans la douleur. Et finalement, ça n'a pas été si facile que ça. Ce que tu retiens quand même, quand tu prends les stats, l'Allemagne joue à l'extérieur aujourd'hui. Oui. Elle en est à 7 victoires en 7 matchs. Ils sont à plus 27 en différence de but. Ouais, c'est dingue, ouais. Donc après, moi je veux bien qu'on... Moi je note surtout l'évolution globale depuis quelques mois. C'est-à-dire la Coupe des Confédérations avec une équipe bis remarquable, incroyable. Capitaine. On va revenir sur le cas Draxler dans quelques instants. Il est entré en jeu seulement là, mais donc moi ce que je vois c'est un puzzle. C'est-à-dire que
Là, ce soir, il a une équipe qui ne sera sans doute pas l'équipe exacte de celle qu'on verra au début du mondial. Il est presque en phase il se permet, si tu veux, pendant la compète, de faire une expérimentation. Alors, la Coupe des Confédérations, c'est une chose. Là, continue. Ils vont avoir un groupe de 30 joueurs entre les espoirs et trucs. Et ils ont une équipe qui est première avec 7 victoires en 7 matchs et plus 27. Moi, je suis plutôt sur tes deux lectures. J'ai pas vu le match, mais je suis plutôt sur la deuxième option, c'est-à-dire dès que tu dois hausser ton niveau de jeu, tu le fais pas. Voilà. Non, mais c'est pas ça. C'est que quand tu les regardes, déjà, dès que ils gèrent facilement. Face aux Tchèques, habituellement, c'est des matchs assez durs. Là, les Tchèques, ils n'osaient même pas sortir alors qu'ils jouaient à domicile. Dès qu'ils avaient un petit peu quelques actions, ils étaient contents, mais automatiquement, ça faisait des gros trous et les Allemands peuvent en profiter. Donc, quand tu es à domicile et que tu as ça, tu as face à toi une équipe qui gère. Et au pire, dès qu'ils sont égalisés, de suite après, les gars, il va falloir qu'on mette un petit but. Et là, tu as des joueurs très expérimentés, très bons, qui font très mal. Et Hummels, c'en est un. Alors justement, tu viens de prononcer un nom, c'est intéressant. On en est où là dans le cas Müller? Il n'a pas encore marqué cette saison avec le Bayern. La saison dernière, il a claqué 9 buts en 40 matchs. C'est l'une des pires saisons de sa carrière. Et pourtant, il est titulaire avec la Mannschaft. Mais là, il joue sur le côté. Il sera là en Russie pour battre le record de buts. Ouais. Tu penses? Oui. Ah oui, moi je pense. Oui. On sent quand même. Il y a quand même des stats qui sont un peu pourris. Je pense qu'il l'année, écoute, à la Coupe du Monde, il battra Miroslav Klose au record. C'est vrai qu'il en est à 10 déjà. 10 buts. Et il lui reste au moins une Coupe du Monde à disputer, au moins une. Au moins une, il est un peu sous tension quand même, le jeune Thomas Müller là. Il est même, il se permet même. Alors ça c'est connu dans sa vie extra sportive, je veux dire en dehors du terrain, c'est-à-dire que sa compagne est une championne d'équitation et pour s'aérer un peu l'esprit, il profite des pauses et des petits breaks que la saison peut lui offrir pour partir avec elle lorsqu'elle a une compétition un peu à l'extérieur. Et faire des barbecues. Petite parenthèse. Non, il est un peu sous tension, Thomas Müller. Il sent qu'au Bayern, avec Ancelotti, on pourrait reprendre les stats d'ailleurs, son temps de jeu diminue petit à petit. Il a diminué la saison dernière par rapport aux saisons d'avant avec Guardiola. Il continue de diminuer cette saison. Müller, on va pas dire qu'il se sent menacé parce qu'il en a vu d'autres, mais il y a une grosse concurrence en club. Ça, c'est une certitude, à tel point que on a commencé un peu aussi à discuter d'un éventuel départ si un club comme Manchester United, ça avait été le cas par le passé, alignait 100 millions d'euros. Il n'en a rien été. Il reste au Bayern. Mais il est chouchouté en sélection du coup, parce que le sélectionneur sent bien qu'il a besoin d'être un peu rassuré, il a le capitanat, ce qui est légitime, en l'absence de Neuer, il n'y a pas de souci avec ça. Et Thomas Müller ce soir, ça n'a pas été non plus le joueur tranchant qu'il était il y a quelques années. Ça a pas été. Je demande à voir. Moi, je suis assez d'accord avec Nico. Je demande à voir sur la saison. Est-ce qu'il va pouvoir se ressourcer un peu psychologiquement, avoir le petit dixième d'avance sur la qualité physique, sur les sensations physiques pour marquer les buts qu'il marquait aussi encore il y a 2 saisons. À voir sur la longueur, Thomas Müller. Pour l'instant, il n'est pas super convaincant, effectivement. Et alors l'autre cas, on l'a évoqué tout à l'heure, alors c'était le capitaine de l'Allemagne à la Coupe des Confédérations, cette équipe très jeune, c'est Julian Draxler. Alors comment sa situation elle est vécue en Allemagne justement? On rappelle que maintenant il est barré par les Neymar, Mbappé qui viennent d'arriver au Paris Saint-Germain. Alors c'est un peu paradoxal avec ce que j'ai dit à l'instant concernant Müller, qui lui est quelque part protégé par le sélectionneur Löw, c'est-à-dire que Joachim Löw il s'embarrasse pas non plus. Si ce soir il met les joueurs qui sont en forme, quoi, clairement. Il met Kimmich qui est en forme, Ter Stegen évidemment est le second de Neuer. Il va mettre Timo Werner en attaque parce que Werner carbure avec. Il est bon lui. RB Leipzig. Et oui. Super. C'est le nouveau Gerd Müller, celui-là. Et alors qu'on envisageait que Draxler soit titulaire ce soir dans le 11 de départ, titulaire donc, et bien finalement il n'en a rien été. C'est-à-dire qu'il a été préféré Julian Brandt par exemple, et autre Lars Stindl, l'attaquant de Mönchengladbach. Donc la situation de Draxler, là aussi il est dans un rôle avec une énorme concurrence. Le titulaire à son poste, c'est Marco Reus, qui est blessé jusqu'en janvier. Donc ça ouvre une place pour Draxler, sauf qu'il est concurrencé parce que derrière ça pousse aussi avec les jeunes. Là encore, à voir le temps de jeu qu'il va avoir cette saison avec Emery et ensuite la place qu'il va avoir en sélection, parce que autant le sélectionneur avait son chouchou avec Podolski à ce poste-là lorsque Podolski était en place, Draxler, lorsque Reus n'est pas là, a une porte ouverte, mais ce soir il n'était pas titulaire. Donc voilà, la concurrence aussi. Et on accueille Mustapha, supporter de l'Allemagne, qui nous a appelé au 32-16. Salut Mustapha. Salut Mustafi. Salut Mustapha. Bonsoir à tous. Salut. Ça va Mustapha? Comme a dit David, le match, c'est un peu prévisible. Bon, je te demande si ça va, mais tu t'en fous. Passe un bruit parce qu'on s'en fout de ta question. Ouais, voilà. 3 buts, mon pote. Vas-y, t'as raison. Alors, je vais très bien. La saison du Real se passe toujours très bien.
Je vis des beaux moments depuis quelques années. Et mon fils va bientôt avoir 1 an. Ça c'est beau. Comment il s'appelle ton fils? After. Il s'appelle Issam. Eh ben on l'embrasse Issam. T'aurais pu l'appeler After, effectivement. C'est la moindre des Je choses. pense que Ça sera pour il son a deuxième Müller, prénom. il est né le même jour que Thomas Müller. C'est vrai? Ouais, 13 C'est beau ça. À savoir Ça c'est marrant ça. À savoir, c'est quand? Le 13 septembre. 13 septembre. Très bien. Alors vas-y, ton avis sur cette équipe d'Allemagne. Est-ce que tu es inquiet toi après la victoire de ce soir face à la République tchèque de Non, je suis pas inquiet parce que l'équipe était plus qu'ultra offensive, parce que on peut même dire que les latéraux sont très offensifs dans cette équipe d'Allemagne. Il n'y avait aucun joueur à vraiment vocation défensive. Donc c'était sûr qu'à la moindre perte de balle, l'Allemagne pouvait subir des contres. Par contre, vous évoquiez le cas Draxler et Thomas Müller à juste titre. En plus Thomas Müller, parce que Draxler il n'est pas totalement installé, on va dire quand même. Moi, celui qui m'inquiétait le plus, c'était Ozil. Ozil, on peut dire que c'est assez inquiétant. Ce soir, ça va. 86e match, il a mis sa 38e passe décisive. Il a l'air d'avoir un peu plus le sourire avec l'Allemagne que quand il est en club. Mais lui, il est toujours indéboulonnable, même avec Joachim Löw. Et voilà, quand Ozil va très mal, on peut dire soit avec Arsenal ou avec l'équipe d'Allemagne, ça joue à 10. Avec l'équipe d'Allemagne, il fait souvent moins de mauvaises performances puisqu'il connaît le collectif. C'est quand même une équipe très bien rodée, donc mais il peut toujours s'en sortir. Mais lui, c'est celui qui m'inquiète le plus parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très à l'affect, comme Franck Ribéry. Si on peut faire un petit parallèle, et c'est vraiment quelqu'un qui a l'air vraiment sorti du football. On regarde, on dirait qu'il est. Enfin, vous voyez son body language, il a jamais changé. Enfin, je veux dire, ça n'avait jamais été quelqu'un qui va aller faire des gros efforts. Il est toujours irrégulier, un peu nonchalant. Mais là, si vous regardez un peu Ozil, comment il est de temps en temps, surtout avec Arsenal, c'est un mort-vivant. Ouais, on dirait un fantôme sur le terrain. Ça sert à rien les photos Instagram. Et après, vous pouvez même voir que la situation est en train de tourner à la même chose pour Alexis Sanchez. Enfin bref, Alexis Sanchez, c'est un autre débat. Mais voilà, moi, c'est celui qui m'inquiète le plus parce que c'est quand même c'est un élément central de cette équipe d'Allemagne. Et c'est un des ceux qui a un rôle très important sur le terrain. Il joue pas à n'importe quel poste aussi. Donc, pour moi, l'Allemagne, ce soir, ça passe. Mais j'espère qu'il va se ressaisir. Ce soir, c'est vrai qu'il a fait un match plutôt bon. Je ne veux pas dire qu'il était exceptionnel. Son match était bon, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de titulaires et de 4 qui, comme Thomas Müller, Ozil, qui sont, il faut qu'on les retrouve, quoi. David, ton avis, toi, sur le cas Ozil? C'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais lui aussi, il est inquiétant finalement. Alors il y a 2 éléments pour moi, c'est-à-dire que ça reste et ça restera sans doute jusqu'à tard dans sa carrière le joueur qui peut faire ce petit geste magique, la passe entre deux, le geste magique qui fait que tu gagnes un match très 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 compliqué, très très serré. Et ce soir, il y a eu une scène. Alors c'est une scène sur un match, on va pas juger là-dessus, mais il perd un ballon bête un moment, Özil en deuxième période, et il fait un gros effort, une grosse sprint pour aller récupérer sa bourde, comme si il y avait un petit déclic dans sa tête à ce moment-là, qui se dit ah ouais ok, c'est la Mannschaft. Je fais l'effort pour que mes coéquipiers n'en souffrent pas derrière. Des fois dans le cerveau. Effort qu'il ne fait pas avec Arsenal. Non, des efforts qu'il fait moins qu'avant. Et qui s'économise. Mais le problème, à force de s'économiser, et ça m'est arrivé des fois, quand tu veux trop t'économiser, après tu perds le rythme. Et tu ne l'as pas même offensivement. Et Ali, dans le cas d'Ozil, t'es sûr que c'est de l'économique, que c'est pas plutôt de la nonchalance assumée? Non, alors Mostafa le disait tout à l'heure, on a l'impression que c'est. Est-ce que c'est pas affectif, mental? Avec son club, il est plus Arsenal. Non, il y est plus et il ressent pas non plus chez ses coéquipiers ni chez les supporters, tu vois, cette poussée d'adrénaline qu'il a besoin. Alors qu'en Allemagne, en général, il ne ressent plus cette assurance. Mais il est en train de perdre au niveau du rythme. Ouais, Mostafa. Oui, excusez-moi, c'était pour dire, je ne dis pas que je connais personnellement Ozil, parce que j'ai plusieurs journalistes qui sont proches de lui, j'ai discuté avec eux. Ça a été un joueur, en fait, qui a été, on va dire, brisé par son père, entre guillemets. C'est quelqu'un qui était très attaché à son club de formation qui était Schalke. Il est parti en très mauvais termes pour aller au Werder, pour une question d'argent. Pareil du Werder au Real, et pareil du Real à Arsenal. Quand il arrive à Arsenal, il s'est séparé de son père. Aujourd'hui, il n'a plus aucun contact avec son père. Ce qui fait que beaucoup de gens ont dit que la première chose qu'il a regretté, c'était Schalke. C'est pour ça qu'il y a eu à une époque pas mal d'offres de Dortmund. Il n'est jamais allé là-bas parce que lui, Schalke, c'est son club de cœur. Il ne pourra jamais aller, alors que Jürgen Klopp, je crois, et même Tuchel le voulait à l'époque. Donc c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui a été un peu brisé, qui s'est laissé faire, parce que dans certaines, selon les cultures, les parents sont quand même importants. On ne va pas aller contre les parents. Un peu ce qui s'est passé peut-être avec le Neymar. Enfin bref.
Et je pense que c'est un joueur qui déjà n'avait pas le mental peut-être pour le très très haut niveau à chaque fois et qui a été un peu brisé. C'est quelqu'un qui a fait des choix contraints, on va dire. Le Real, c'était pas vraiment un choix pour lui. À la base, il devait aller à Barcelone. Hein. Il devait aller à Barcelone, c'est juste que Guardiola estimait qu'il n'avait pas besoin de lui. Au final, il a atterri au Real. Mais c'est vraiment un joueur qui a été pour l'argent parce que son père dirigeait sa carrière. Et il est parti du Real parce que son père estimait qu'il devait toucher le même salaire que Cristiano Ronaldo. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a été brisé, on va dire, psychologiquement un petit peu. Merci en tout cas de nous avoir appelé, Mustapha. Merci Mustapha. Voilà, bisous à ton fils et à toute ta famille, Mustapha. Bonne soirée à toi, à bientôt, Mustapha. On rappelle que les prochains matchs de l'Allemagne, alors c'est lundi face à la Norvège, et après c'est en octobre, il y aura l'Irlande du Nord et l'Azerbaïdjan. Bref, l'ortho pour conclure. Bon, l'Allemagne c'est plié. Ça peut être réglé lundi, Stuttgart contre la Norvège. Victoire et c'est terminé pour cette qualification. Voilà, on rappelle victoire 2-1 de l'Allemagne ce soir en République tchèque. Et dans le même groupe, l'Irlande du Nord qui a battu Saint-Marin 3-0. Ouais. Un mot juste pour dire que côté tchèque, il y avait aussi des joueurs qui jouaient dans le championnat d'Allemagne, notamment Gebre Selassie, le défenseur, et puis le buteur, dont je rappelle le but magnifique d'Ariga qui joue exceptionnel. Alors sur BFM Sport, on voit la possession de balle de l'Allemagne sur ce match, 76%. Voilà, c'est pas dégueulasse. Beaucoup, ouais. Au niveau des tirs, là, c'est un peu plus équilibré. Au niveau des passes, 800 contre 234. Voilà, ça donne quand même un ordre d'idée de la possession et de la domination allemande de ce soir. Merci Molorto. Et il s'est déjà barré. Voilà, il s'en fout le mec. C'est fini en Allemagne. Un boulard, le fini. Ça, là, lui, c'est la rigueur l'ortholarienne. Salut, merci. La rigueur Qu'est-ce que tu fous sur ton ordi, toi? Mais je veux pas savoir. Bisous à mon Lorto. Bonne nuit, ciao. Ouais, c'est ça, bonne nuit. Ouais. Tout nu. Je pense qu'en fait, il revoit le match de l'Allemagne. C'est surtout ça le délire. C'est ça qui l'excite. Il revoit au ralenti le but de Hummels. On s'envole vers l'Amérique du Sud, la zone CONMEBOL comme on l'appelle, parce que là-bas c'est très serré. Jonathan Maccardi. Alors le Brésil est déjà qualifié, leader du groupe. Derrière on a la Colombie avec 25 points. Suivez bien les mecs. L'Uruguay 24 points, le Chili 23 points, barragiste l'Argentine avec 23 points et derrière l'Argentine le Pérou 21 et le Paraguay 21. T'as oublié le Chili avant l'Argentine. Chili 23, voilà, devant l'Argentine. Alors les résultats de la nuit dernière, le Chili qui a perdu à domicile 3-0 face au Paraguay, 0-0 entre l'Uruguay et l'Argentine. Le Brésil a battu l'Équateur 2-0 et le Pérou l'Équateur. Comment? Le grand perdant de la journée. Ouais. Et le Pérou a battu la Bolivie 2-1. T'as un avis tranché toi, mon Jonathan? C'est que dans cette zone personne n'est à l'abri. On n'est pas à l'abri en fait d'une des grosses équipes soit sortie n'aille pas à la Coupe du Monde. Alors effectivement le Brésil est qualifié. Deux trajectoires un peu similaires et un peu ironiques, c'est qu'en même temps que Tite reprend le Brésil, Bauza reprenait l'Argentine. Du coup, le Brésil, depuis l'arrivée de Tite, a enchaîné les victoires. Mais Bauza s'est déjà fait virer. Gabriel Jesus et Bauza s'est déjà fait virer. L'Argentine galère toujours dans ses éliminatoires. Donc en fait, voilà, quand on regarde un petit peu la physionomie de ce groupe-là, il n'y a rien qui est sûr. Que ce soit Colombie, qui est bien placée, mais qui a un calendrier quand même un peu compliqué parce qu'ils accueillent le Brésil mardi et ils vont recevoir ensuite le Paraguay et aller au Pérou, ça peut être compliqué. Pour eux, rien n'est fait. L'Uruguay va aller au Paraguay. Au Venezuela. Aller au Venezuela, ça va. Et accueille la Bolivie, on peut dire que l'Uruguay, c'est peut-être le deuxième qualifié sûr avec le Brésil au vu du calendrier. Attends, parle pas tout de suite du Chili. Fais-nous l'Argentine avant parce que le Chili, c'est extraordinaire le calendrier. Et l'Argentine, en fait, accueille le Venezuela. Puis accueillera le Pérou et ira en Équateur. C'est compliqué, mais c'est quand même jouable. Et alors le Chili, alors là, c'est extraordinaire. Le Chili, ils vont en Bolivie. Ouais, alors ils vont jouer à 2000 mètres d'altitude. Ils vont devoir prendre du Viagra pour avoir de l'oxygène dans le sang. Je n'osais pas le dire. Ouais. Ah non, mais on peut. Le Viagra. Ouais, non, j'en ai pas besoin. Inch'Allah, j'en ai pas besoin. Ils accueillent l'Équateur. Donc l'Équateur qui est quand même une très très belle équipe, qui ont eu des joueurs de qualité. Tu regardes la ligne d'attaque, je pense qu'elle ferait saliver plus d'une sélection. Et puis ça va se terminer au Brésil. Ils ont 3 déplacements, donc 3 déplacements. Le truc c'est que bizarre. Non, ils accueillent l'Équateur. Ils accueillent l'Équateur. Okay. Le Brésil, en fait, le souci, ça sera de se demander est-ce que le Brésil va jouer le jeu, sachant que le Brésil est déjà qualifié. Mais t'as aussi d'un côté, t'as le Pérou. Surtout ce match Brésil-Colombie pour Neymar. Oui. Colombie-Brésil, quoi. Ouais. Ça va être un petit peu... Ah oui, les retrouvailles. Ah oui, ça va être chaud. Et puis donc t'as le Pérou qui est toujours en vie, qui a gagné contre la Bolivie la dernière journée, qui ont mis ce qu'il fallait pour pouvoir se maintenir. Longtemps qu'on n'a pas vu une Coupe du Monde, le Pérou. Ouais, c'est une bonne équipe. Ils ont des bons joueurs. Ça va avoir le coup là. Ouais. Cuevas, Farfan, Ruiz Diaz avec le Flores au milieu, c'est pas mal du tout. Donc le Pérou, ils vont en Équateur et ils vont en Argentine et terminent face à la Colombie. T'as le Paraguay qui est toujours en vie grâce à cette victoire magnifique contre le Chili, qui ont un calendrier qui est pas facile non plus, qui vont accueillir l'Uruguay, qui vont aller en Colombie et qui terminent face au Venezuela. Enfin bref, c'est un micmac pas possible. Et franchement,
il n'y aurait pas de surprise à ce qu'un des gros, c'est-à-dire par gros j'entends Colombie, Chili ou Argentine, il y en ait un qui soit hors de course. Alors justement, on va débriefer match par match. On va commencer par l'un de ces gros-là. C'est celui qui pour l'instant est barragiste, c'est l'Argentine, alors qu'il a fait 0-0 en Uruguay. C'est presque étonnant. Il y avait Messi, il y avait Dybala, il y avait... C'est un bon score. On a regardé ça en pleine nuit, c'était à 3h du matin. Franchement, c'était horrible. On était tous les deux d'ailleurs. C'était serré, très serré. C'est vrai. C'était horrible, c'était vraiment Di Maria un vrai somnifère. Di Maria a joué dans le 3-4-3 de Sampaoli avec cette défense à 3 et Di Maria et Marco Acuna sur les côtés du milieu, ce qui n'a pas donné grand-chose. On sent pas encore la patte Sampaoli. C'est une équipe qui a un manque de repères tactiques. La ligne d'attaque de 3 qui faisait saliver sur le papier avec Icardi, Dybala et Messi. Les deux premiers, c'est-à-dire Icardi et Dybala, n'ont rien fait du match. Aucun automatisme, beaucoup de difficultés à se trouver. Messi a essayé de prendre le jeu à son compte, a essayé de se comporter comme un leader, chose qu'il est depuis un certain temps maintenant avec l'Argentine, mais ça n'a pas suffi. L'Uruguay sortait de 3 matchs, 3 défaites. Donc ils avaient besoin sur en fin de match. Ils avaient besoin de se rassurer, donc ils ont mis le bus. Ça a donné un match extrêmement chiant et ça qui n'arrange personne au final, parce que l'Argentine a besoin de points. L'Uruguay, certes, ce point, ça leur permet de rester vraiment dans les clous, mais pour l'Argentine, il va falloir se remettre d'aplomb et dès le prochain match contre le Venezuela. Mais enfin moi je regardais ton calendrier là, enfin tout ce que tu nous as donné en termes de calendrier, je vois plus en danger au final le Chili. En fait, moi, je pense pas que les 5 vont changer. C'est-à-dire que je pense pas que sur les 5, enfin, je parle pas du Brésil. Je parle que ça va se jouer effectivement. Après, reste à savoir, c'était barragiste, qui serait déjà le Chili pour l'instant n'est pas barragiste. Non, mais moi, à mon avis, sont qualifiés. Ouais, à mon avis, l'Argentine, l'Argentine, ils reçoivent le Venezuela. C'est assez facile. Et après, le Chili a un calendrier vraiment. Moi, je pense que le Chili va repasser derrière. Ils accueillent le Venezuela, mais bon, après, ils accueillent le Pérou, c'est compliqué. Oui, ils terminent en Équateur, c'est compliqué. Sauf que les automatismes dont tu parles avec Sampaoli, ils seront peut-être un peu plus en place et tout, ça va venir. Moi, je suis pas inquiet. J'ai pas vu le match cette nuit. Le problème, c'est que le contenu du match était vide. En fait, parce que soyons très clairs, on va pas être trop. Le contenu du match était vide. Il y a eu des mauvais choix de l'entraîneur, il faut le dire. Mais de Marcos Acuna, j'adore Marco Acuna, mais je le mets pas sur un côté. Je le mets pas à jouer quasiment piston ou latéral. C'est pas son poste. C'est vrai que dans le système qu'il avait, c'était un peu ça ce qu'il lui demandait, ce qui est un peu bizarre. À la rigueur, Di Maria, on peut comprendre sur certaines qualités intrinsèques. Acuna, non. Au milieu de terrain, Pizarro a été étincelant, comme à son habitude. C'est le joueur qui était le meilleur joueur du championnat mexicain, qui jouait avec André Pierre Gignac chez les Tigres, qui maintenant est à Séville. C'est un super joueur, mais Biglia totalement perdu, comme s'il n'avait pas de repères. Donc, il y a très peu de certitudes, et va vraiment faire son boulot. Et il faut le noter, entrée plus que convaincante, on va bientôt entrée correcte de Pastore. C'est une bonne chose. Tiens, passons au Chili, parce que c'est quand même le gros résultat surprise de cette journée. Défaite 3-0 au Paraguay. Alors, ça a mal débuté pour le Chili. Non, au Chili. Au Chili. C'est au Chili. C'est au Chili, pardon. 3-0 à domicile. C'est au Chili, pardon. C'est un 0-3 même. Un contre son camp de Vidal pour commencer, c'est ça ? Ouais. Et c'est passé quoi dans ce match alors ? Alors, le match, en fait, c'est que le Paraguay au départ venait pour défendre. Venait pour mettre le bus. Le Paraguay arrivait en étant quasiment illimité, en espèce de victime expiatoire. Et puis au final, le Chiqui Arce, l'excellent entraîneur, sélectionneur de cette équipe du Paraguay, a mis en place un plan de jeu qui était basé sur la patience, avec un Oscar Romero de gala comme à son habitude. C'est un super petit joueur pour nos auditeurs qui le connaissent pas. C'est vraiment un joueur qui est exquis, qui la saison dernière qui jouait à l'Aves en prêt d'un club chinois. C'est un joueur qui a choisi l'argent plutôt que sa carrière. Mais bon, ça reste un très bon joueur. Donc voilà, ils ont été patients. Et puis t'as ce but contre son camp d'Arturo Vidal qui provoque le coup franc et qui sur le coup franc met un but contre son camp. Et alors là, écoute, les Chiliens totalement perdus, perturbés et plus aucune certitude, plus aucun repère, et puis ils se font exploser 3-0. Et on a un supporter du Chili qui nous a appelé au 32-16. C'est Mathias. Salut Mathias. Hola Mathias. ¿Cómo estás? Qué bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buena, cabro. Sí, claro que estamos bien aquí. ¿Qué ha pensado de la prestación de la Roja, ¿no? Que no está bien, que pierde 3-0 contre le Paraguay. Qué mierda, ¿no? Quand tu regardes la façon dont il a pris le ballon. Ça va sinon toi, Mathias? Il est fou ce Non, mec. j'ai mal dormi les gars là. Tu m'étonnes, t'as pris cher. Est-ce qu'il y a, alors, qu'est-ce que t'as pensé du match et est-ce qu'il n'y a pas un petit point d'espoir à la fin du match quand même? Non, moi je suis très très préoccupé, je ne vais pas vous le cacher, il y a des signes qui sont très préoccupants dans l'équipe. Par exemple hier, Alexis Sanchez a été complètement absent. Fantomatique. Ouais, et parce que je pense qu'il avait encore la tête de son transfert échoué à City. Vidal, je pense qu'il ferait mieux de s'occuper sur le terrain au lieu de faire des déclarations. Ouais, mais ça il a démenti, je pense que c'était ses potes qui ont foutu le bordel, il y a eu plusieurs témoignages comme quoi c'était pas lui, c'était ses potes, bref. Passons. De toute façon, j'ai l'impression, Vidal, il a toujours une casserole au cul, c'est ça? Ouais, mais moi, Vidal, je lui pardonne tout parce que dans la sélection, il est indispensable.
Il a raison, Mathias. Parce qu'il il peut sortir au casino, mais sur le terrain, il répond toujours. Bon, aujourd'hui, hier, ça a été dans la nuit, pardon, ça a été une faillite collective. Parce que, en fait, ça m'a rappelé la finale de la Coupe des Confédérations. On pouvait jouer 3 heures, on n'aurait rien fait. Piti, mais moi, je comprends pas comment il peut faire jouer le Chili sur les bandes, faire des centres, alors que la défense, le Paraguay, c'est l'arc de la défense, en fait. Eh oui. On faisait que des centres, mais évidemment, vu que la moyenne de taille de l'équipe, c'est 1,75, dans l'air, on n'arrivait jamais, on faisait que des centres, ça n'arrivait jamais à bon port. Exactement. Et on faisait que buter, et on n'a rien produit. Écoute, moi, j'ai pas compris, je sais que tu vas être d'accord avec moi, peut-être, mais moi, j'aurais aimé voir Valdivia d'entrée. Je pense que face à ce genre d'adversaire, c'est le genre de joueur qui peut débloquer une situation. Alors oui, il vient de rentrer au pays, il est pas encore moi, dans le rythme, j'ai une question pour vous deux, pour toi Jonathan et Mathias, vous qui suivez beaucoup la Roja, mais c'est pas la première fois qu'ils en prennent 3, qu'ils perdent 3-0 depuis que ces qualifs ont commencé. Quand même, ils en avaient pris 3 déjà face à l'Équateur et à l'Uruguay, mais il y a un problème quand même quelque part. C'est pas la première fois qu'il y a un problème, quoi. Dès qu'ils prennent le premier but, il y a tout qui change. Ouais, est-ce que c'est pas mental le problème? Dès qu'ils mènent, t'as beaucoup d'équipes qui sont comme ça. Et dès qu'ils mènent, ils sont bien. C'est que simplement, ils ont des joueurs en défense qui sont atypiques de par leur taille, un système défensif qui est atypique et qui est de plus en mieux, mieux lu par les adversaires. Il n'y a plus d'effet de surprise et ne nous le voilons pas la face. Certains joueurs, et dont en tête ça me fait mal de le dire, mais Gary Medel vieillissent. Tout simplement. Il y a beaucoup de joueurs qui vieillissent même. C'est une génération qui, c'est sa dernière grande compétition 2018. Non, et pas se voiler la face. Et cette équipe de Chili, quand Vidal et Sanchez ils sont top, l'équipe est bien. Et quand ils sont moins bien comme là, automatiquement. Mais il y a d'autres joueurs, il y a les Medel, etc. Ils sont pas aussi. C'est les deux, plus gros. C'est une sélection qui est ça risque de faire bondir beaucoup de gens quand je vais dire ça, mais en regardant les matchs, c'est le cas. C'est une sélection qui est très très dépendante de l'état de forme d'Eduardo Vargas. Ah oui. S'il est en forme, ça change quand même les choses. Parce que t'as personne pour le remplacer. Je suis désolé. Non, ça c'est vrai, mais après moi, ce que je veux dire, c'est que là, c'était une occasion parfaite pour qu'on puisse passer deuxième. On aurait pu penser à un match contre la Bolivie, mais là, on est dans l'obligation d'aller gagner à la passe. Dans l'obligation. Bonne chance, hein. Voilà, c'est ça, exactement. Et moi, ça me fait vraiment peur parce que là, si on perd contre la Bolivie, je pense qu'on peut dire au revoir parce qu'après, on va recevoir l'Équateur qui va jouer sa vie. Et le Brésil, même avec une équipe habite, c'est un monster truck, le Brésil. Ouais, exactement. Depuis que Tite c'est une moissonneuse batteuse, genre, c'est abusé. 11 victoires en 12 matchs. C'est une machine de guerre. Le Brésil, c'est une machine de guerre, là. Ouais. Merci en tout cas de nous avoir appelé, Mathias. Et essaye de dormir cette nuit. Tenta dormir, hombre, que después está cansado y que he visto de mierda, ¿no? Il t'a dit t'habilles pas en rouge ce soir. Voilà, c'est ce que je lui ai dit au final. Et Brésil qui a gagné 2-0 face à l'Équateur avec des buts signés Paulinho et Coutinho. Énorme Paulinho. Alors on se moque de lui. Coutinho, c'est drôle, il joue pas, le mec. Il est Coutinho, pas mal, vraiment. Jonathan, muchas gracias, hombre. Que vuelves cuando quieres, ¿no? Que estás aquí en casa, ¿no? Jonathan. Sí, Jonathan, que es Jonathan McCarthy, como lo sabemos todos, ¿no? Sí. Bon les gars, c'est une petite pause, on revient dans quelques instants avec l'After Story, avec le quiz également. Vous appelez le 32-16, vous choisissez votre candidat, ou plutôt votre... comment je pourrais appeler ça d'ailleurs? Poulain. Partenaire. Partenaire, j'aime bien ça. J'aime bien ça. On se retrouve. Ali Benarbia, Florent Gautreau. Merci Jonathan, on se retrouve juste après ça.